Bonsoir Judith Vintraud, Bonsoir. reporter au Figaro Magazine. Bonsoir Louis Alter, journaliste politique à Marianne. Que vous inspirent ces nouvelles adhésions médiatiques à La République En Marche? Alors c'était un tremblement de terre. Je pense que la face de la politique française va en être bouleversée. Non, plus sérieusement, en fait, la question intéressante, c'est pourquoi maintenant, dès lors que les constructifs avaient voté la confiance au gouvernement, ce qui est l'acte par lequel on proclame son adhésion à une majorité, quoi qu'en dise Thierry Solaire, voter la confiance, c'est faire un chèque en blanc, c'est dire quoi qu'il fasse, je lui fais confiance. Alors pourquoi? Pardon. Non, allez-y. Pourquoi maintenant? Parce que Laurent Wauquiez n'a pas tort de dire que l'entreprise de démolition a fonctionné à un moment, mais ne fonctionne plus. Ils sont 35, dans les 35, il y a 11, je crois, républicains qui sont désormais des ex-républicains, n'ont pas réussi à en attirer davantage. Et puis surtout, moi j'en ai parlé avec Thierry Solaire, il avait l'air de craindre vraiment qu'on considère l'initiative de créer un nouveau parti à droite, puisque c'est ce que font une partie des constructifs sous la houlette de Franck Riester. Il avait l'air de considérer que cette initiative apparaisse comme une tentative du Premier ministre Édouard Philippe de se constituer son parti à lui. Et ça déplaît souverainement à Emmanuel Macron. Finalement, les choses se clarifient. La droite aujourd'hui, c'est Wauquiez. C'est la droite Wauquiez. Les choses se clarifient dans le sens où la recomposition engendrée par l'élection de Macron se poursuit. Et à droite, effectivement, certains sont de plus en plus persuadés qu'il y a une fracture irréconciliable qui est en train de se dessiner entre une ligne portée par Laurent Wauquiez et la ligne de la droite modérée qui était celle en fait portée par Juppé. Qui pourrait bien se rallier à Macron, on se dit pourquoi pas. Voilà, c'est pour ça que ça circule dans l'air. Et en fait, tous ces gens-là observent cela. Et aujourd'hui, comme le macronisme a réussi un peu ce que le juppéisme tentait de faire, le macronisme étant une forme de juppéisme sans Juppé quelque part, ces gens-là qui partageaient la ligne d'Alain Juppé, ce centre-droit, cette droite modérée, qui se retrouvait dans Emmanuel Macron, qui a voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, mais surtout au premier tour de la présidentielle, il est assez cohérent finalement qu'elle rejoigne Emmanuel Macron. L'opération stratégique de Macron, c'était évidemment de fracturer la droite. Et il y a un député, les Républicains, qui me disait ça en grimaçant il y a quelques semaines. Il me disait, mais Solaire, s'il s'en va, c'est pas plus mal pour nous, parce que pour l'instant, ça arrange tout à fait Macron qu'il soit encore chez nous, parce que pour mettre le bazar, il n'a pas son pareil. Et effectivement, Thierry Solaire et ses petits camarades, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ils ont quand même mis un énorme bazar à droite, à la fois en créant un désaccord au bureau politique sur faut-il soutenir ou non Emmanuel Macron, surtout en lançant le groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale, qui est donc un groupe dissident de Les Républicains, canal historique. Judith a raison, c'est vrai que cette opération, elle est terminée, elle a fracturé la droite, c'est réussi. En revanche, dans la stratégie personnelle des ministres qui rejoignent La République En Marche, ils perdent du coup l'avantage comparatif qu'ils avaient, qui était d'être dans un parti de droite, qui était d'être étiquetés à droite. Leur valeur aux yeux d'Emmanuel Macron, c'était qu'ils étaient à droite, qu'ils étaient issus des rangs des Républicains. Et aujourd'hui, ils se fondent dans le parti unique, entre guillemets. Je dis ça parce que, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent soutenir Emmanuel Macron, eh bien, en fait, ils doivent adhérer à La République En Marche. Donc Macron n'est pas dans une logique de coalition, il n'est plus dans une logique de « je pioche ce qui me plaît à droite à gauche ». Aujourd'hui, maintenant, il veut tout le monde dans le parti. Qui se frotte les mains avec cette recomposition, Judith? C'est la volonté d'Emmanuel Macron. Hein. Thierry Solaire qui dit on n'en a pas du tout parlé avec le président de la République, c'est une vaste blague. C'est sûr qu'il en a d'abord parlé avec Édouard Philippe, qui est son ami. C'est vraiment de grands copains qui ont passé des heures ensemble aussi vu de tout le monde et des journalistes en particulier partout sur les terrasses du Palais Bourbon. Donc l'opération est très concertée et avec Édouard Philippe et avec Emmanuel Macron. Mais c'est vrai ce que dit Louis, c'est frappant de voir à quel point Emmanuel Macron veut que tout se passe autour de lui, procède de lui, par lui. Avec cette recomposition, avec cette forme aussi, on le disait, de clarification, est-ce que c'est pas un boulevard qui se présente pour les extrêmes aussi, au final? Ça, c'est la dialectique de Laurent Wauquiez, qui est de dire si je ne suis pas là, il n'y aura que Macron face aux extrêmes. Mais c'est vrai que dans la stratégie de Macron, s'il n'y a plus de droite dite modérée, présentée comme telle par certains, est-ce qu'il ne reste plus qu'une droite très à droite, voire une extrême droite? Il n'est pas faux de dire que c'était la stratégie de Macron. À la présidentielle, son objectif, c'était d'organiser le duel, lui, contre Le Pen, parce que comme ça, il était quasiment sûr de gagner. Et on a vu qu'au début de son quinquennat, son but était plutôt d'organiser le but, lui, contre Mélenchon. Or, Mélenchon étant en perte de vitesse, et on le voit, il essaie de retrouver un nouveau souffle parce que la rentrée sociale ne s'est pas passée comme il l'espérait, il est vrai que Wauquiez pourrait émerger prochainement
comme un opposant numéro 1 s'il arrive à rassembler suffisamment de ce qu'il reste de la droite autour de lui. Ouais, allez-y. Non, on dit la droite dure, la droite extrême. Pour l'instant, Thierry Solère procède surtout par procès d'intention. Il a dit sur votre plateau à midi, malgré les dénégations de Laurent Wauquiez, il finira par s'allier au Front National. C'est un peu léger comme argument, sachant que la droite a un principal ennemi sur le terrain, c'est le Front National. La fin de la convention de la France Insoumise dans un contexte un peu compliqué, puisque la formation de Jean-Luc Mélenchon l'assure et l'assume, en tout cas Jean-Luc Mélenchon lui le fait, la rentrée a été ratée et bien sa formation a affiné aujourd'hui son organisation et les moyens de porter son projet politique. Alexia Prunier et Laura Lecartier. On est démoralisés et désespérés. Sur nous. Dans les allées de la Convention, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui redonne le sourire à ses troupes. Le leader de la France Insoumise voit en cette Convention une nouvelle étape pour son parti. Il va falloir s'installer dans la durée. Et la tendance, la tentation, c'est de revenir à ce qu'on connaît. C'est-à-dire des structures locales, des échelons intermédiaires, enfin toute cette forme d'organisation. Et on fait le pari qu'on pourra s'en dispenser, l'idée étant d'être avant tout une structure d'action, parce que c'est l'action qui nous fédère, le programme et l'action. Un plan que les militants insoumis sont invités à mettre en place. Objectif de ce week-end, mobiliser et rassembler en vue de ces nouvelles actions. Un message entendu par les insoumis qui semblent remotivés. Les débats sont très intéressants. On voit qu'il y a plein d'actions à mener encore. Ces néo-militants, il faut aussi leur donner des outils, des méthodes, des programmes, des argumentaires. Et ça sert à ça, ce type de convention. Et là, l'objectif de ces grands rassemblements, c'est de se dynamiser collectivement pour repartir encore plus fort sur le terrain. Selon certains sondages, la France Insoumise est en perte de vitesse depuis les élections présidentielles. Pourtant, les représentants du mouvement l'assurent, la machine est bel et bien relancée. Même si, a priori, beaucoup refusent de le voir, c'est une force de progrès, un mouvement humaniste qui est en mouvement. Vous le voyez bien derrière moi, il y a du monde. Vous avez ici une salle de 1600 personnes, les 2 tiers ont été tirés au sort. Et tout ce petit monde est au travail pour projeter notre mouvement vers la suite. Jean-Luc Mélenchon a lancé un nouvel appel à la mobilisation le 12 décembre prochain. Une manifestation pour contester le sommet climat-finance. C'est un Jean-Luc Mélenchon fataliste que l'on a vu et entendu ce week-end. Il s'est posé, je le cite, en passeur. J'ai vu cette citation notamment dans un article de Libération tout à l'heure. Je ne suis pas à la retraite, je ne rends pas les clés, mais j'ai fait un double. Avec Jean-Luc Mélenchon, il y a des hauts et des bas. Il faut se méfier, il peut reprendre du poil de la bête très vite. C'est vrai qu'il a constaté son échec sur le Front social dans un premier temps en semblant considérer qu'il avait une responsabilité dans cet échec. Puis là, il dit que c'est la faute des syndicats. Donc on n'est déjà plus dans le mea culpa et la remise en question. Globalement, on n'était pas du tout dans la remise en question. Alors que, au-delà de cette défaite sur le Front social, il y a quand même un gros problème à la France insoumise, c'est le foutoir total sur le débat autour de la laïcité. On connaît le cas de... C'est pas que pour ça, Judith, que la formation... C'est très gênant. C'est souffle un peu, c'est avant tout une rentrée, vous le disiez, rentrée sociale qui a été ratée. Non, ça c'est déjà un épisode passé. L'épisode actuel, la séquence actuelle, c'est... Quelle république défend la France insoumise? Vous pouvez considérer que c'est une question secondaire. Non, mais eux ne le considèrent pas. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr que c'est pour ces raisons-là que la France insoumise aujourd'hui a besoin de se relancer. Moi, je n'y vois pas la principale raison. Je pense plutôt que Jean-Luc Mélenchon, il normalement devrait engranger un grand nombre des opposants à la ligne Emmanuel Macron, parce qu'il incarne le miroir inversé du libéralisme total prôné par Emmanuel Macron. C'est vrai que dans la ligne qu'il avait portée à la présidentielle, c'était quand même lui l'inverse de Macron. Or, il n'y arrive pas. Je pense que ce n'est pas parce qu'il y a un enthousiasme général ou un soutien de principe à Emmanuel Macron. Je pense plutôt que dans cet électorat-là, qui avait voté beaucoup par colère et en opposition à Emmanuel Macron, cet électorat-là aujourd'hui est passé dans une phase de détournement de la politique. Donc en fait, quand on lui propose d'aller dans la rue, quand on lui propose de participer à des manifestations, quand on lui propose d'adhérer à tel ou tel parti d'opposition, ce sont des gens qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de politique. L'élection d'Emmanuel Macron a entraîné chez eux une désillusion, c'est assez bien documenté par des livres à la rencontre des Français qui sortent ici et là, et on est dans une période politique qui est plutôt favorable à Emmanuel Macron, non pas à ce qu'il est dans une position de force extrême, mais en le sens que ses opposants n'arrivent pas à fédérer
parce qu'on est passé dans une période, on va dire, de lassitude post-présidentielle. Mais comment c'est vous pour dire, dire quand on dit construire sur le long terme, c'est effectivement important. Les partis comme celui de Mélenchon, mais c'est valable aussi pour le Front National, pour les Républicains, tous ceux qui se prétendent opposants, ils doivent aujourd'hui survivre et essayer de passer cette traversée des élections, c'est dans 2 ans. Générale. Et ils doivent tenir jusqu'aux européennes de 2019. Et j'en termine par là. Là, il y a peut-être un sujet qui permettra à Mélenchon de se relancer, c'est l'Europe. Il le laisse entendre dans une interview aux Parisiens datée de samedi, en disant, là, on peut aussi y aller projet contre projet. Ça n'a pas marché sur le droit du travail et sur le social. Jean-Luc Mélenchon, on sait que sa conception de l'Union européenne, elle est parfois un peu floue parce qu'on ne sait pas jusqu'à où il veut aller. On ne sait pas voilà, de quelle façon il avait déjà menacé de sortir des traités européens. Il y a l'occasion d'un vrai débat sur la conception de l'Europe à l'occasion des européennes. C'est intéressant, en effet. L'Europe, nouvelle ligne de clivage entre les unes et les autres, les formations politiques, je veux dire. Ça a été son point fort, parce que en tout cas pour les gens qui ont voté pour lui, il avait un message très clair qui était: mon programme pour la France tel que je vous le propose n'est pas compatible avec l'Europe telle qu'elle est. Donc en gros, c'est l'Europe, on la change ou on la quitte. Je crois que c'est la formule. C'était le plan B, la formule qu'il utilisait. Les réformes d'Emmanuel Macron, au stade où elles en sont, on verra où elles en seront, si le volet social tant promis, si le volet protection tant promis... qui se fait un peu attendre, hein. On est d'accord. Qui en tout cas... a été programmé dans un deuxième temps, sera pris et portera ses fruits. Mais pour l'instant, tous les électeurs qui se méfiaient de la mondialisation, qui se méfiaient de l'Europe, n'ont en gros que de raisons de se méfier davantage avec les choix opérés par Emmanuel Macron. Lui pense qu'après un moment difficile, ça portera ses fruits et ça fera reculer le chômage. Et quand on fait reculer le chômage, on fait reculer la pauvreté et tout le monde en profite. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas encore là. Un rapport très attendu atterrira vendredi prochain sur le bureau d'Emmanuel Macron, le rapport des médiateurs nommés par le gouvernement dans l'épineux dossier Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, les opposants au projet d'aéroport organisaient une randonnée un peu spéciale. Reportage Caroline Miller, Anaïs Benet et Eddie Houda. Où il y avait des barricades pour empêcher les policiers de venir. C'est cette route. Montrer les lieux emblématiques de la lutte contre l'aéroport, faire découvrir le quotidien des quelques 200 zadistes qui vivent dans le secteur. Une journée de randonnée pour découvrir une zone qui n'existerait plus sans l'opposition au projet. Je remercie tous ces gens, jeunes et moins jeunes, qui sont venus à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas profiter de ce paysage. C'est évident que les travaux seraient commencés. Inaugurés en juillet dernier, ces sentiers balisés visent à couper court aux préjugés. Beaucoup, parmi les centaines de marcheurs, n'étaient jamais venus auparavant. J'avais jamais pris le temps ni le courage de venir. Et voilà, donc une belle petite promenade. Je suis venu en citoyen, essayer de renifler, écouter, me faire ma propre opinion. J'ai rencontré des personnes de toute beauté, que ce soit sur les stands ou alors le barde qui est là. C'est le monsieur qui est derrière, qui a une profondeur de réflexion et qui a été, dès le début du mouvement. Alors là, je me suis nourri pendant cette marche, c'était vraiment été un moment magique, quoi. La ZAD montre aujourd'hui un visage apaisé. Jamais ils n'ont été si optimistes. La coordination des opposants se surprend à envisager l'avenir. On est aussi tout à fait affairés avec l'ensemble du mouvement, les paysans, les associations, les voisins, à construire une vision de l'avenir de la ZAD en cas d'abandon du projet d'aéroport. Apaisé mais sur le qui-vive, si le président décide de poursuivre le projet, les zadistes affirment qu'ils sauront s'opposer et s'ils obtiennent gain de cause, ils restent menacés d'expulsion. Peut-il y avoir une bonne décision au final dans ce dossier? Non, parce qu'en fait c'est un dossier qui est empoisonné depuis des décennies. La déclaration, le décret préfectoral qui déclarait la zone d'aménagement différé de l'aéroport, qui est devenue la zone à défendre, la ZAD, c'était en 1974. Donc la mission de médiation qui a été lancée par le gouvernement, en réalité elle ne sert qu'à gagner du temps, parce que tous les arguments sont déjà sous la table. Gagner du temps, pourquoi? Depuis des années. Parce que c'est peut-être le dossier le plus embarrassant pour le gouvernement. D'autant plus qu'il y a quelqu'un au gouvernement. Vous voulez dire pour aller au-delà du quinquennat, c'est quoi le... On verra. Le quinquennat Sarkozy n'avait pas eu de décision, le quinquennat Hollande il n'y avait pas eu de décision non plus. Le quinquennat Macron, on verra. Il a promis une décision claire et assumée, le chef de l'État. Oui, et c'est pour ça que dès qu'il devient président de la République, il gagne 6 mois en ordonnant une mission de médiation de 6 mois. Pourquoi? C'est au-delà du dossier Notre-Dame-des-Landes, sur lequel tous les arguments sont sur la table depuis des années et des années. Il y a aussi un élément très politique qui est évidemment la présence de Nicolas Hulot au gouvernement. Nicolas Hulot quittera-t-il le gouvernement si l'aéroport Notre-Dame-des-Landes se font? Beaucoup le soupçonnent d'exercer en fait ce type de pression sur Emmanuel Macron. Ce serait la couleuvre de trop pour lui. Or, Emmanuel Macron, du coup, est très embarrassé. C'est pour ça qu'il gagne du temps. C'est un dossier éminemment politique, parce qu'on a effectivement le ministre de l'écologie qui est contre, on a le Premier ministre
qui lui est plutôt pour. Oui. On a différentes sensibilités au sein même du gouvernement. Nicolas Hulot qui est contre et qui menace surtout de démissionner. Il a prévenu que c'était une ligne rouge. Et on peut compter sur lui pour le faire, je pense. Si l'aventure, la décision... C'est une arme à une seule cartouche, la démission, on peut le faire qu'une seule fois. Mais Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement le dossier lourd sur lequel il est très attendu. En tout cas, c'est vrai qu'au-delà des avantages, des inconvénients de l'aéroport, au-delà de la gêne que constitue l'occupation illégale depuis des années par 200-300 personnes de cette ZAD, il y a une question d'autorité. Or, Emmanuel Macron aime bien faire preuve d'autorité. Je vous rappelle que c'est lui le chef. Donc c'est une occasion en or de prouver qu'il l'est vraiment, quel qu'en soit le coup politique. Et au-delà de la ZAD, il y a surtout une question de crédibilité, de prise de décision de l'État. Parce que il y a 2 mois, je suis allé en reportage à Notre-Dame-des-Landes et sur la ZAD à Nantes pour interroger l'ensemble des acteurs du dossier. Et tous, ils sont d'accord sur un seul point, mais vraiment, ils sont d'accord, c'est prenez une décision parce qu'on n'en peut plus. Ça fait des années que ça traîne. Et dans ce dossier, c'est la manifestation flagrante de l'indécision de l'État. Ça a duré sous le quinquennat Sarkozy, Hollande. Et si Macron tombe lui aussi dans l'indécision, eh bien, l'État ne remplit plus son rôle de prendre des décisions qui s'imposent. Ce sera oui, ce sera non. Mais en tout cas, tous les acteurs sont d'accord pour réclamer une décision. Et puis il y a peut-être, vous parliez de sécurité, pardon, Louis, mais un élément qui influera sur la décision du président de la République, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui parle, Bernard Cazeneuve, dans son livre paru récemment. Il affirme que l'évacuation du site mobiliserait au moins un tiers des unités des forces mobiles du pays, CRS et gendarmes. Rien que pour cela, peut-être que les autorités ne prendront pas le risque. Alors à ce moment-là, c'est la démission de l'État de droit. Et depuis la mort de Rémi Fraisse à Sivin, c'est quand même, c'est quand même extrêmement tendu, ce genre de situation pour un gouvernement. Merci à tous les deux.